Bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez et à quelle heure vous préférez écouter ces histoires. Je lirai vos commentaires. Sans plus attendre, commençons. Musique. Être livreur à moto à Mexico n'est pas facile, mais c'est juste suffisant pour survivre. J'ai commencé à travailler dessus après avoir été licencié d'une imprimerie à Dr. S. Au début, j'ai résisté. Cela me semblait dangereux, mal payé et mal vu. Mais j'avais besoin d'argent et je possédais un vieux scooter que je pouvais récupérer en y apportant quelques modifications. J'ai donc commencé début 2023, effectuant des livraisons pour 2 applications simultanément, du lundi au dimanche, sans interruption, en traversant les rues en tant que médecin, Vertis, Tlalpan, Edge Central, des quartiers que je connaissais, où se trouvaient les points de contrôle, où l'on volait, où l'on pouvait s'arrêter pour faire pipi sans se faire exploser le vélo. Mais ce jour-là, j'ai quitté ma zone. C'était un vendredi après-midi. J'avais pédalé pendant 6 heures entre 2 commandes. J'avais à peine mangé quelques tacos à midi. La batterie de mon téléphone était à 15% et j'allais fermer l'application, mais j'ai reçu une commande d'un resto sympa près de la Condesa. J'ai payé en espèces, avec un bon pourboire estimé et une adresse qui indiquait Colonia Campestre Churubusco. Ça m'a déstabilisé, car je n'avais jamais travaillé à Coyoacán, si loin au sud, mais le salaire était bon et on ne pouvait pas se permettre de refuser. J'ai accepté, je suis arrivé au restaurant, j'ai récupéré les plats et j'ai démarré la moto en direction du sud. Il m'a fallu près de 40 minutes pour y arriver, à travers la circulation, les rues fermées et une légère bruine. Quand je suis enfin arrivé, l'adresse se trouvait dans une impasse, une rue privée juste derrière la calzada de Tlalpan. De grandes maisons anciennes avec de hauts portails et de lourdes grilles, mais aucun numéro n'était visible. L'application m'a donné l'emplacement exact, une maison blanche, à 2 étages avec un pain mort devant. Je suis descendu de vélo, j'ai sonné, silence. J'ai sonné à nouveau, rien. J'ai sorti mon portable pour appeler le client, mais un appel inconnu est arrivé. J'ai répondu, « Êtes-vous arrivé ?» Une voix grave et sèche a dit, « Oui, jeune homme, ici. Laissez-le à l'entrée, placez-le correctement et prenez une photo. C'est probablement de l'argent liquide. » Ouais, quelqu'un sort. J'ai raccroché, mais ça n'avait aucun sens. Quelque chose dans cette voix m'a donné des frissons et autre chose. La maison avait les fenêtres fermées, les rideaux tirés, et il y avait une voiture garée dans le garage, la porte ouverte. Silence total. Puis j'ai entendu un cri étouffé comme un gémissement. C'est là que tout a commencé. Ce n'était ni un cri fort ni long. C'était comme un gémissement qui s'était glissé à travers les fissures de la maison, quelque chose de bref, de perçant et de contenu. Je me suis figé, j'ai regardé vers le garage où la portière de la voiture était encore ouverte. Il y avait des sacs noirs dans le coffre et une corde qui y pendait. J'hésitais entre partir ou attendre. J'ai rappelé le numéro. Ça a sonné 2 fois et on m'a raccroché au nez. Puis j'ai reçu un SMS. J'étais presque à court. Attendez un peu. Mais le SMS ne m'a pas rassuré. On aurait dit un avertissement. J'ai pris ma nourriture. Je me suis dirigé vers le portail et j'ai frappé une fois de plus. Cette fois, la porte latérale s'est ouverte. Mais pas complètement, juste un craquement. J'ai réussi à distinguer un couloir. Une lumière jaune à l'intérieur et une ombre. C'était quelqu'un de costaud, peut-être un homme, portant une casquette et un masque. De la fente, il a dit « Laissez-le par terre ». « Mas, c'est de l'argent ?» ai-je insisté comme si c'était une excuse valable pour ne pas obéir. Le type m'a regardé, ou du moins j'ai senti son regard, puis il a dit « Ouais, voilà », et il a fermé la porte. Je suis resté là à attendre. En arrière-plan, j'entendis un autre bruit, comme un coup contre un mur. Puis un autre gémissement étouffé, plus clair cette fois. C'était une voix de femme. Je reculais. Je voulais faire comme si de rien n'était. Mais les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Pourquoi commander quelque chose dans une telle situation? Qui commande un hamburger quand quelqu'un est attaché à l'intérieur? Puis la portière de la voiture bougea dans le garage. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je me suis approché prudemment, faisant semblant de laisser la nourriture sur le haillon. Mais en fait, je me suis penché à travers la lunette arrière et je l'ai vue. Une femme avec du ruban adhésif sur la bouche, assise sur la banquette arrière, menottée,
Du sang séché coulait sur son front. Elle m'a vu. Elle a essayé de bouger, mais elle y est arrivée à peine. Mon corps s'est figé. Mon cœur battait fort. Je n'arrivais plus à réfléchir. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je sorte de là. Je me suis retourné. J'ai fait semblant de n'avoir rien vu. Je suis remonté sur la moto et j'ai démarré. Mais au coin de la rue, je me suis arrêté. Quelque chose me disait que si je ne faisais rien, cette femme allait mourir cette nuit-là. Et si c'était innocent? Et si c'était juste une vengeance de gang? Et s'il avait des enfants? J'ai appelé le 911 depuis une cabine téléphonique. Je n'ai pas donné mon nom, juste l'adresse exacte, et j'ai dit « Il y a une femme kidnappée dans cette maison ». Puis j'ai raccroché. J'ai attendu un pâté de maison plus loin, derrière un lampadaire. 15 minutes plus tard, 2 voitures de police sont arrivées. J'ai touché mon casque nerveusement, hésitant entre rester et fuir. Les policiers ont frappé, mais personne n'a répondu. L'un d'eux a sauté par-dessus la clôture, et le chaos a éclaté. Il y a eu des cris, des détonations, d'autres sirènes, et des gens surgissant des maisons voisines. Je me suis éloigné, mais pas trop loin. J'ai regardé de loin 2 hommes sortir, menotter, ainsi que la femme enveloppée dans une couverture, en pleurs. Une ambulancière prenait sa tension. Elle ne cessait de dire « Merci, merci ». Je n'arrivais pas à croire que tout cela était arrivé à cause d'une commande de nourriture. Je ne travaillais plus ce soir-là. J'ai éteint l'application, rangé le vélo et suis entré dans le premier bar ouvert venu. Je me suis servi un double mezcal et je me suis assis là à réfléchir. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la même application. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un incident lié à une commande que j'avais livrée et qu'ils voulaient savoir ce que j'avais vu. Je leur ai dit que je ne savais rien, que je ne voulais pas être lié, que j'avais déjà fait ma part ou pas. Mais une semaine plus tard, les choses se sont compliquées. Mon compte a été bloqué. J'ai reçu une lettre chez moi sans adresse de retour. Elle disait « Il y a des choses que tu n'as pas à régler, taisez-vous ». J'avais l'estomac noué. Comment savait-il où j'habitais? Comment savait-il que c'était moi? Je suis parti. J'ai changé de maison, de numéro, de quartier. J'ai arrêté de livrer pendant 1 mois. Je ne suis revenu que lorsque l'argent a fini par manquer. Et je n'ai plus jamais quitté mon quartier habituel. Il y a 3 semaines, un collègue livreur m'a raconté que 4 femmes avaient été kidnappées dans une maison de la campagne de Churubusco, qu'il s'agissait d'un réseau de trafiquants, que les hommes avaient même une chambre de torture au sous-sol et qu'ils avaient commandé de la nourriture pour tromper les gens, pour maintenir l'apparence de normalité. Il m'a dit « Tu imagines d'être le livreur ?» J'ai ri et j'ai changé de sujet. Mais chaque fois que quelqu'un commande chez moi en dehors de mon quartier, je refuse. Peu importe que ce soit un pourboire de 150 pesos, peu importe qu'on me retire des points. J'ai déjà vu ce que je n'aurais pas dû voir et j'ai survécu. Aujourd'hui, quand je livre et que les gens me sourient, je me demande si derrière cette porte, il y a un autre cri étouffé, une autre voiture portes ouvertes, un autre visage avec du ruban adhésif sur la bouche. Tous les livreurs ne veulent pas être des héros. Je veux juste rentrer chez moi et que personne ne me cherche. Musique. Je m'appelle Ximena. J'ai 22 ans. Je viens de Monterrey et je livre à vélo pour différentes applications depuis 1 an et demi. Si vous voyez quelqu'un avec un sweatshirt noir, un casque délavé et un jean déchiré se débattre dans la circulation sur Constitution, c'est peut-être moi. La vérité, et c'est que je me lève à 6h30. Je pédale jusqu'à ce que mon corps lâche et je gagne. Juste assez pour payer le loyer, la nourriture et aider un peu à la maison. Dans ce travail, on voit tout. Des gens bien, des gens méchants, des gens invisibles. Ils vous traitent comme si vous faisiez partie d'une livraison. Parfois, ils ne vous regardent même pas dans les yeux, mais d'autres fois, oui. Et parfois, ils vous voient trop. Tout a commencé avec un client qui vivait dans le sud, à la campagne. Il commandait toujours à la même heure, entre 19h30 et 20h. Parfois c'était des sushis, parfois des hamburgers, parfois juste une bouteille d'eau. Le plus étrange, c'est qu'il demandait toujours à être livré. Et quand j'arrivais, il attendait déjà dehors. Il avait environ 35 ans, les cheveux courts, coiffé comme un ingénieur de bureau, d'épaisses lunettes et une barbe impeccablement taillée.
Il était gentil, poli, mais ses yeux ne clignaient pas quand il me parlait, et il disait toujours, quelque chose comme « Encore toi, quelle chance !» Oh, pas étonnant que tout ait meilleur goût ces jours-ci. Il n'a rien dit de bizarre, mais il n'avait pas l'air normal non plus. J'ai répondu par un sourire forcé et je suis parti rapidement. Mais un jour, après avoir fini de scanner la livraison, il m'a laissé partir. C'est presque une habitude maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas un moment? Je ne mords pas. J'ai ri nerveusement. Je lui ai dit que j'avais d'autres commandes, mais il a insisté. C'est juste qu'il y a tellement d'insécurité dans la rue. Si je pouvais, tu pourrais dîner ici et ensuite partir. Juste quelques minutes. Ce soir-là, il ne voulait pas me laisser tranquille. Et le lendemain, il a redemandé. Et le lendemain, jusqu'à un mardi, sous une pluie fine et sans commandes à proximité, j'ai accepté par pression, par épuisement, parce que je ne voulais pas avoir mauvaise mine et risquer une autre mauvaise note. Et c'est là que la porte s'est refermée derrière moi. Son appartement était propre, trop propre. Il n'y avait ni odeur, ni bruit, presque aucun meuble. Juste un fauteuil gris, une table basse avec des magazines classés par taille, un aquarium vide et un ventilateur pointé vers le sol. Il m'a proposé de l'eau. Je lui ai dit que je ne pouvais pas rester longtemps. Il a ri. Seulement si tu veux. On ne force personne ici, d'accord? Le mot « forcer » me semblait étrange. Y avait-il quelqu'un d'autre? J'ai regardé vers le couloir sombre et fermé au fond. J'étais assis au bord de la chaise, toujours coiffé de mon casque. Il m'a regardé avec un sourire figé, comme s'il répétait une expression. « Et si tu arrêtais de livrer ?» a-t-il demandé. « Quoi? Si on te proposait un CDI? Bien sûr. Tu ne préférerais pas ça à conduire des voitures? » J'ai ri, gêné. Ce n'est pas si terrible, en fait. On s'y habitue. Il hocha la tête, lentement. Et ta famille vit seule? La question me serrait. Pourquoi voulait-il savoir ça avec ma sœur? Répondis-je sans réfléchir. C'était un mensonge, elle vivait seule. Il reposa le verre sur la table. Écoute, ne te méprends pas. Tu es vraiment cool. Tu as toujours une bonne attitude. Et je me suis dit, bon, si tu veux gagner plus, tu serais peut-être plus tranquille ici. Il y a plein de solutions. Enfin, je connais des gens. Je me suis levé. Merci, mais non, je dois y aller. Il n'a pas bougé. Tu pars si vite? J'ai essayé de marcher vers la porte, mais je ne l'ai pas vue. Elle n'était pas là où je pensais. Je me suis retourné perplexe. Où était-elle? Il a souri. L'entrée est là, mais elle est fermée à clé. La pluie déclenche le capteur magnétique. Ça prend quelques minutes. Un capteur magnétique. Qu'est-ce que c'était? Un portail industriel. J'ai sorti mon portable pour simuler un appel. Il n'y avait pas de réseau. Je l'ai regardé. Votre Wi-Fi a un mot de passe. Il a juste dit « On n'utilise pas le Wi-Fi ici ». Je me suis redressé, plus alerte. Alors, que faites-vous? Que faites-vous? Je suis analyste. A-t-il dit base de données, contrôle, organisation? Mais peu importe. Je te demandais de tes nouvelles. On ne t'a jamais proposé de passer devant la caméra. Il y a des plateformes où tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. Tu n'as qu'à être toi-même. Et j'ai le matériel, les lumières, la production. Il s'est approché de moi, pas rapidement mais calmement, comme quelqu'un qui a déjà pris une décision. Il m'a montré son téléphone portable, une vidéo de moi livrant, marchant dans la rue, en sueur. Combien de temps penses-tu? Et qu'il faut à quelqu'un pour comprendre où l'on se trouve chaque jour? Tout est devenu mou. Je me suis levé. Je dois y aller maintenant. Sérieusement. Il a haussé les épaules. C'est ta décision. Mais réfléchis-y. Parfois, on accepte quelque chose sous la pression et on le regrette une fois passé. Je me suis retourné. La porte était ouverte. Maintenant, je ne sais plus quand il l'a ouverte. J'ai marché sans me retourner. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai vomi. Je n'ai pas dormi. J'ai pensé à arrêter de travailler. Mais j'avais besoin de revenus. Les commandes venant de son adresse ont continué, mais je ne les acceptais plus. J'ai bloqué la zone, changé mes itinéraires. Une semaine plus tard, un collègue m'a dit qu'un client inconnu m'avait demandé, lui avait donné des pourboires et lui avait donné mon adresse. Un autre jour, j'ai vu une voiture me suivre. Chris, vitre teintée. Je suis descendu de vélo et je suis entré dans un magasin. La voiture a continué sa route. J'ai commencé à recevoir des messages de numéros
inconnu avec des phrases que lui seul avait prononcées. Il y a bien des façons d'arrêter de faire du vélo. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour y retourner. Une fois la porte franchie, ce n'est plus pareil dehors. Je suis allé signaler l'incident. J'ai apporté des captures d'écran, des détails, des dates. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas eu de crime, qu'ils ne m'avaient pas touché, qu'ils ne m'avaient pas kidnappé, qu'ils ne m'avaient pas forcé à venir. Je suis retourné au travail, terrorisé, avec un couteau et du gaz lacrymogène. Un jour, en fouillant mon sac de livraison, j'ai trouvé un mot. Tu l'as gentiment forcé. Personne ne l'a vu, mais tu sais que c'est toi qui l'as fait. Et maintenant que tu sais, vas-tu encore me refuser? J'ai tout vérifié. Il n'avait rien cassé. Je n'avais aucun moyen de savoir quand il était entré, mais il était déjà venu. Maintenant, je ne livre que pendant la journée, toujours avec un autre livreur à proximité. J'ai arrêté d'utiliser mon vrai nom. J'ai déménagé, mais parfois, j'ai l'impression qu'il m'observe depuis un carrefour, qu'il connaît mes nouveaux itinéraires, qu'il attend juste que je sois fatigué, que je repasse dans sa rue, car il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'une fois, mais qui restent ouvertes pour toujours. Musique. Je m'appelle Victor. J'ai 28 ans et je livrais des repas la nuit à Guadalajara. Je le faisais parce que les nuits étaient plus rémunératrices, qu'il n'y avait pas de circulation, qu'on ne me demandait pas de discuter, juste de commander, de monter sur le vélo, de livrer, et c'est tout. Pas de visage, pas de relation. J'habitais dans une pension de famille, dans la zone industrielle d'Alamo, partageant une salle de bain avec 3 ouvriers de Zapopan. Je me suis lancé dans ce métier après avoir perdu mon emploi pendant la pandémie, et j'y ai pris goût. Je me sentais utile. Je ne gagnais pas tant que ça. Mais si je faisais de bons trajets, je pouvais gagner jusqu'à 400 $ par jour. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des économies. Au début, j'évitais à tout prix les quartiers comme 5 de Febrero, El Salate ou Buenos Aires. Tout le monde me disait la même chose. Je n'y vais même pas pour livrer. Mais en connaissant mieux les rues, j'ai découvert des itinéraires plus rapides à travers ces quartiers. Si je les empruntais, je pourrais livrer jusqu'à 4 commandes de plus par nuit. La première fois que j'ai traversé Buenos Aires, j'ai eu peur, bien sûr, mais rien ne s'est passé. D'ailleurs, une femme m'a même offert un coca pour avoir livré sa commande si vite. Après ça, je me suis senti intouchable. Personne ne faisait attention à moi. Personne ne se souciait d'un livreur avec un sac à dos et un casque. Je filais comme une ombre invisible, jusqu'au mercredi 5 juin. Ce jour-là, quelque chose a mal tourné, très mal. Il était 22h48. Je livrais un double hamburger et des frites dans la zone du CEA. Une fois terminé, j'ai reçu une autre commande sur l'appli, cette fois quelques pâtés de maison à l'est, après le périphérique. Direction la rue Antonio Tula, au coin de l'Hacienda Cuautitlan, dans le quartier de Titan, la partie basse. J'ai hésité. Je n'aimais pas ce coin, mais la commande était accompagnée d'un bon pourboire, et j'étais là depuis 3 jours. J'ai décidé d'y aller. Pour éviter de contourner le périphérique, j'ai pris le raccourci par Buenos Aires. J'avais déjà emprunté ce chemin, mais ce soir-là, c'était différent. Il était 23h17 lorsque j'ai tourné dans une rue sans nom, entre des maisons sans peinture et des poteaux électriques éteints. J'ai freiné brusquement en voyant une voiture de patrouille garée, tout feux éteints, sur le trottoir. Un camion rouge, portes ouvertes, un homme penché au volant, le pare-brise fissuré de l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps de réagir. À ma gauche, un type en sweatshirt noir et casquette a pointé quelque chose sur moi. J'ai crié et freiné. La moto a dérapé. Mon sac à dos est tombé par terre. « Qu'est-ce que tu as vu, connard ?» « Rien, je livre juste à manger, mec. » Il m'a plaqué contre le mur. J'ai entendu des voix en arrière-plan. 2 autres types sont sortis d'une maison. L'un d'eux avait du sang sur son t-shirt. L'autre avait une caméra autour du cou. C'est qui ce type? Il dit qu'il livrait. Je l'ai surpris en train de traverser. Tu as vu le visage du mort, gamin? Non, je te jure. Je n'ai rien vu. Je passais juste. Il y a eu un silence gêné. Un type s'est approché de moi. Il avait une cicatrice au cou. Il m'a pris le visage avec sa main et m'a regardé dans les yeux. Il m'a senti comme s'il pouvait déceler les mensonges. Ce type ne ment pas. Il est mort de trouille.
Ils ont éclaté de rire et m'ont jeté leur sac à dos à la figure. Ne dis rien, vas-y. Et si tu dis quelque chose, tu sais de quoi tu parles. Je ne me souviens pas comment je suis monté sur la moto, juste que je l'ai démarré et que j'ai roulé comme un fou, sans faire attention au feu ni à la route. Je suis arrivé à l'appartement avec les doigts engourdis et tremblants. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, la nouvelle a fait le tour des sites d'information locaux. Un homme a été exécuté dans le quartier de Buenos Aires. Les autorités enquêtent pour savoir s'il s'agit d'un règlement de comptes entre trafiquants de drogue. Elles recherchent d'éventuels témoins. J'ai eu un pincement au cœur. Ils m'ont dit « ne dis rien ». Mais maintenant, la police voulait que je parle. J'ai éteint mon téléphone. Ils fermaient l'application de livraison et je ne suis pas sorti pendant 3 jours jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Ce n'était pas eux, c'était un type en costume. Il s'est présenté comme l'agent Ledesma du bureau du procureur, général de l'État. Il connaissait mon nom complet. Il savait sur quelle moto je roulais. Il m'a dit qu'il savait que j'étais dans la rue où le type a été tué. Nous avons une caméra qui vous a filmé. Nous voulons que vous veniez témoigner. J'ai refusé, non par courage, mais par peur. Je leur ai dit que je n'avais rien vu, que je ne faisais que livrer, et que j'étais parti sur le champ. Cette même nuit, j'ai trouvé une enveloppe sous la porte, sans adresse de retour. Une photo de moi en train de livrer et une autre. Moi sur le trottoir, devant le cadavre, visiblement flou. La photo était accompagnée d'un mot. On n'oublie pas ce qu'on a dit. On n'a rien vu. J'ai dû quitter l'appartement. Je suis allé chez un cousin à Atlajomulco. Ce jour-là, j'ai arrêté de travailler. J'ai laissé la moto chez un ami. Je pensais qu'en disparaissant quelques semaines, tout serait oublié. Mais ils ne m'ont pas suivi. Une voiture grise m'attendait à quelques rues de l'Oxo. Une fille que je ne connaissais pas m'a appelé par mon nom dans le camion. Une nuit, j'ai vu des lumières pointer vers ma fenêtre. Après un mois de détention, j'ai décidé de parler. Je suis allé au parquet et c'est un autre policier qui a répondu, pas le Ledesma. Je lui ai tout raconté. Ils m'ont enregistré, m'ont fait signer une déclaration, m'ont promis protection qu'ils traqueraient les responsables, que si je parlais, d'autres témoins le feraient aussi. 3 jours plus tard, ils m'ont envoyé un message. Ils vous ont trahi puis une adresse. C'était l'adresse de la chambre de mon cousin. Quand je suis arrivé, elle était vide, la porte ouverte, la télévision cassée. Des vêtements traînaient partout. Personne ne savait rien. J'ai quitté Guadalajara le soir même, pris ma moto, le peu que j'avais, et me suis rendu à Tepic. J'ai changé de numéro, en me faisant passer pour un autre. J'ai recommencé à livrer, mais seulement pendant la journée. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel sans numéro. J'ai répondu instinctivement. Personne n'a parlé. Juste une voix qui m'a dit « Tu es toujours en vie. Mais n'oublie pas, tu en fais déjà partie. » J'ai raccroché et vomi sur le trottoir. Depuis, chaque nuit, je me retourne la même question. Pourquoi ai-je pris ce raccourci? Pourquoi ne suis-je pas parti en voyant la voiture de patrouille? Pourquoi ai-je ouvert la bouche? La réponse est toujours la même. À cause de l'argent, à cause de la faim, parce qu'il est impossible d'être invisible à Guadalajara, parce qu'un casque et un sac à dos ne vous empêchent pas de voir ce qu'il ne faut pas. Maintenant, je roule sur de nouvelles rues dans une autre ville, mais mes yeux me suivent. La peur fait partie intégrante de mon uniforme. Parfois, j'ai l'impression que la moto m'emmène seul, comme si la destination n'avait aucune importance. Je finirai toujours par retourner sur ce trottoir où j'ai vu le mort, où j'ai laissé une partie de moi-même. Musique, je m'appelle Ricardo, j'ai 32 ans et je suis chauffeur-livreur à Toluca. Je travaille chez Rappi, d'iFood et parfois chez Uber. Je me déplace sur un vieux vélo acheté au marché du séminaire et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je sors encore, non pas pour le plaisir, mais pour subvenir aux besoins de ma fille Luciana, qui vit avec sa mère à Sinacantepec. Tous les jours, dès 8 heures, je pars avec mon sac à dos isotherme et mon téléphone portable scotché au guidon. Je me promène dans le centre-ville de Metepec, un quartier de San Mateo, parfois jusqu'à Almoloya. J'habite dans un quartier près du Paseo Matlacincas, où les chambres sont si petites que je dois me recroqueviller en boule pour dormir. La vie de livreur, c'est comme une guerre contre le temps et la météo. On est payé à la commande.
mais aussi au kilométrage, aux promotions et, avec un peu de chance, au pourboire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais assez. Un après-midi, alors que j'attendais une commande devant une taqueria, un type en blouson de cuir, lunettes de soleil et avec un accent pas du tout d'ici, s'est approché de moi. Il m'a dit que si je voulais gagner plus, sans me déplacer autant, il avait des courses à faire. Juste des livraisons, rien d'extraordinaire. Des petits colis légers, parfois même pas besoin de les saisir dans l'application. Je te donnerai 500 pour chaque. J'ai hésité, mais quand il m'a dit qu'il pouvait en faire jusqu'à 100 en un après-midi, j'en ai ressenti le besoin. Je n'ai rien demandé, j'ai juste hoché la tête. Et c'était mon erreur. Au début, tout était facile. Ils m'ont envoyé des messages WhatsApp, m'ont donné un lieu de rendez-vous, un sac scellé et une adresse. C'était comme n'importe quelle autre livraison, sauf que je n'avais pas à gérer les clients qui se plaignaient de leurs pommes de terre froides. La plupart des livraisons se faisaient dans des quartiers résidentiels du sud, en altitude à San Buenaventura, parfois dans des lotissements avec péage. Ils ne me laissaient jamais entrer. Ils me saluaient toujours à l'entrée. Des gens sérieux, lunettes de soleil aux yeux, prenaient le sac et partaient sans dire merci. J'essayais de ne pas penser, de ne pas regarder, je pédalais et je ramassais. Parfois, les paquets étaient lourds, comme des boîtes à chaussures, d'autres fois si légers que je les croyais vides. Je ne les ouvrais jamais, je le jure. Mais avec le temps, j'ai commencé à soupçonner quelque chose. Une fois, alors que je déposais un sac sur la clôture d'une maison à Kapultitlan, j'ai entendu un clic métallique et une autre fois, en freinant brusquement, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des pièces détachées, comme des vis, mais en plus lourd. Malgré tout, j'ai persévéré, car cet argent supplémentaire m'a permis de gagner ma semaine. J'ai pu acheter un nouveau sac à dos à Luciana et payer ses fournitures scolaires. Un week-end, je l'ai même emmenée au cinéma. C'était la première fois qu'elle me prenait dans ses bras depuis que sa mère était partie avec son nouveau compagnon. Mais un jour, tout a basculé. C'était un mardi. Il pleuvait comme jamais. Ils m'ont demandé d'aller chercher un colis dans un quartier de San Pedro, Totoltepec, et de le déposer dans un entrepôt derrière la zone industrielle. Le colis était volumineux, emballé dans des sacs noirs, avec du ruban adhésif marron sur les bords. Ils m'ont dit de le porter par l'arrière, par la clôture latérale, et, s'ils me le demandaient, de dire que c'était pour des pièces détachées. Je l'ai transporté, attaché au porte-bagages arrière avec une corde bleue. Quand je suis arrivé à l'entrepôt, il n'y avait personne. J'ai frappé, j'ai crié, et personne n'est sorti. J'ai posé le colis et pris une photo, comme toujours demandé. Juste à ce moment-là, une caméra de sécurité s'est braquée sur moi. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai enfourché mon vélo et je suis parti. Le soir même, j'ai reçu un message de ce contact. Ne répondez pas s'il vous appelle, n'ouvrez pas la bouche. Et le lendemain, il a disparu. Le numéro n'existait plus. 2 jours plus tard, je livrais un hamburger en ville quand 3 voitures de patrouille m'ont arrêté. Ils m'ont menotté devant le client, ont fouillé mon sac à dos et m'ont lu mes droits. Je n'ai rien compris. J'ai cru à une erreur au commissariat. Ils m'ont montré une vidéo de moi en train de charger le colis sur la grille de l'entrepôt. L'image était agrandie, montrant mon visage, le vélo, tout. Puis ils m'ont dit ce qu'il y avait dans le colis. 3 pistolets, calibre 9, des pièces d'AR-15 et un chargeur de munitions réservé à l'armée. J'avais l'impression que mes jambes allaient me lâcher. J'ai essayé de leur expliquer que je ne savais pas, que je ne faisais que livrer des colis, qu'ils m'avaient proposé de l'argent, que c'était un travail d'appoint. Ils m'ont regardé comme si j'étais un idiot ou un menteur. Peut-être les deux. Ils m'ont interrogé pendant des heures, me demandant nom, adresse, plaque d'immatriculation, numéro. Je ne savais pas quoi dire. Tout était envoyé par SMS. Je n'ai jamais demandé de détails. Je n'ai rien enregistré. Pas même une seule preuve pour me défendre. Ils m'ont laissé partir, mais avec un avertissement. Tu es dans leur ligne de mire. Si une autre livraison de ta part arrive, il n'y aura pas de seconde chance. Depuis, tout a changé. Il y a une semaine, j'ai trouvé une enveloppe sous la porte de ma chambre. Il n'y avait pas d'adresse de retour.
À l'intérieur se trouvait une photo imprimée de Luciana, quittant l'école avec son nouveau sac à dos. Au dos, une phrase manuscrite. « Tu sais ce que tu dois faire. » Je n'ai pas dormi depuis. J'ai changé de numéro, arrêté de travailler pour les applications, vendu le vélo, mais je sais que ce ne sera pas suffisant, car cet appareil photo m'a plongé dans une histoire que je ne peux plus contrôler. Et le pire, c'est que je n'ai jamais su qui était derrière tout ça. Je sais seulement que je ne suis qu'un pion sur un échiquier où les erreurs se paient au prix du sang. Maintenant, je me déplace à pied, observant chaque coin de rue, chaque voiture garée en pagaille. Luciana ne va plus à la même école. J'ai changé son emploi du temps, son itinéraire, tout, mais j'ai toujours l'impression que le coup arrive. Et s'ils reviennent me chercher? Et si ce n'était pas un avertissement, mais une dette impayée? Je continue de payer le prix de livrer sans rien demander. Tous les jours, musique, je m'appelle Andrea. J'ai 27 ans et je travaille comme livreuse à vélo à Puebla depuis plus de 2 ans. Si vous connaissez la ville, vous savez qu'il y a des rues où rouler à vélo, c'est risquer sa vie. Mais j'aime ça. Il n'y a pas de patron, pas de bureau. Et si on agit vite, on gagne bien sa vie. Il y a 1 an, j'ai commencé à enregistrer mes trajets pour TikTok. Des choses simples, une journée de livreuse. Des trajets plus rapides en centre-ville, ce qu'on ne sait pas sur les clients. Je n'aurais jamais pensé que ça prendrait de l'ampleur. Mais une vidéo est devenue virale. Et à partir de là, tout a explosé. J'ai acheté une GoPro d'occasion et je l'ai fixée au guidon avec des serre-câbles. J'ai mis en ligne de courts extraits, des rues animées, des femmes qui hurlent au marché, des chiens qui me poursuivent. C'étaient des fragments de la ville, de la vie quotidienne. Il y avait une bonne ambiance et même des conseils pour les autres livreuses. Mais un jour, sans le savoir, j'ai enregistré quelque chose que je n'aurais pas dû. Je l'ai mis en ligne le soir. Comme d'habitude, j'ai mis de la musique dessus et je l'ai intitulé « Livraison sur la 11 ». Zut à 19h. Au début, je n'ai rien remarqué d'étrange. C'était juste un autre clip. Mais le lendemain, la vidéo a explosé. Des commentaires étranges, des gens qui demandaient si c'était vrai. J'ai commencé à lire et c'est là que j'ai vu le commentaire qui m'a glacé le sang. Vous avez vu ce qui se passe à la minute 01 à droite? J'ai mis la vidéo sur pause. À la seconde 12, en arrière-plan, alors que la caméra pivote vers la droite, on distingue une ombre floue, mais on distingue un type debout, à côté d'une camionnette blanche. Un autre à genoux, puis d'un mouvement rapide, le type debout tire quelque chose de sa ceinture. Il y a un flash. Le type à genoux tombe comme une charpie. Tout se passe en moins d'1 seconde. La musique que j'ai jouée par-dessus la cache, mais l'image est là sur mon TikTok. Je me suis figé. Je ne savais pas si je voyais bien. J'ai rejoué la vidéo des dizaines de fois. J'ai zoomé, baissé la luminosité, mis en pause image par image. C'était réel. Et personne ne l'a remarqué pendant que j'enregistrais cette vidéo. Elle avait déjà plus de 200 000 vues. Et pendant que je la mettais en ligne, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai supprimée, du moins je le croyais, car même si je l'avais supprimée de mon compte, quelqu'un l'avait déjà téléchargée. Quelques minutes plus tard, un autre compte l'a republié avec zoom, ralenti et un titre morbide. Une livreuse filme accidentellement un meurtre. Regardez ce qui apparaît derrière elle. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias locaux l'ont reprise. Les forums l'ont analysée et mon compte, le compte d'origine, a été suivi. Les messages ont commencé à arriver. D'abord des commentaires étranges, puis des messages privés. Certains voulaient en savoir plus, d'autres m'accusaient, mais le pire est arrivé 3 jours plus tard. Un soir, en laissant une livraison à Loma Bella, j'ai remarqué une moto qui me suivait. Au début, cela ne m'a pas semblé étrange. Puebla regorge de motos, mais la même a fait demi-tour avec moi dans 2 rues différentes. Je me suis arrêté devant un magasin, la moto aussi. Le casque du conducteur avait une visière sombre. Je n'ai pas vu son visage. Je suis entré dans le magasin en faisant semblant d'acheter quelque chose. Quand je suis ressorti, la moto avait disparu. Je pensais juste être paranoïaque. Jusqu'au lendemain, quelqu'un a frappé à ma porte. Je vivais seul dans un immeuble près du Paseo Bravo. Je n'avais jamais de visite. Il était 20h30. J'ai jeté un coup d'œil par la fente. Un homme mince, à la peau sombre, portait une casquette noire et une veste en jean.
C'est vous, Andrea » a-t-il demandé comme si je le savais déjà. « Elle n'habite pas ici », ai-je répondu sans ouvrir la porte. Il est resté là quelques secondes, a souri et est parti. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mon compte TikTok ne m'appartenait plus. Les gens ont continué à publier la vidéo, maintenant avec mon nom. L'une d'elles indiquait même ma localisation. Il s'agissait d'une livreuse de Puebla. Elle habite près de Paseo Bravo. On rapporte qu'elle ne s'est pas manifestée pour témoigner. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix grave, comme celle d'un homme âgé, m'a dit « Ne partage pas, ne dis rien. Supprime-la de là où tu la trouves. Tu n'as rien vu. » J'ai raccroché. Je n'ai pas reconnu la voix, mais le message était clair. Je ne savais pas si je devais aller à la police, mais je me souvenais de ce qui était arrivé à d'autres livreuses. Un jour, une collègue s'est fait cambrioler. Et lorsqu'elle est allée signaler le téléphone, la même police a divulgué son adresse. Je ne faisais confiance à personne. J'ai quitté la maison ce soir-là. J'ai pris mon sac à dos et mon vélo et je suis allé loger chez une amie à Amalucan. J'ai éteint mon téléphone, fermé tous mes comptes sur les réseaux sociaux et disparu. Le lendemain, elle m'a réveillé, le visage blême. Il y avait un mot au soleil. « Tu es sorti, toi. Ils ont mis ton nom dessus. Et ils disent que tu es recherché comme témoin. » Je me suis connecté depuis son téléphone. C'était là. Une capture d'écran de moi sur mon vélo, tirée de mes propres vidéos. Le message disait que le parquet voulait me localiser, que j'étais un témoin potentiel dans un homicide sur la 11e rue Sud. Mais ce n'était pas tout. Dans les commentaires, quelqu'un a écrit « Elle ne viendra pas témoigner ». Ils l'ont déjà localisée. Cette nuit-là, la maison de mon ami a été perquisitionnée. Ils ont forcé la porte de derrière pendant que nous dormions. Nous avons couru aux toilettes et nous sommes enfermés à l'intérieur. Nous avons appelé le 911, mais ils ont mis 25 minutes à arriver. Les hommes étaient déjà partis. Ils n'ont rien pris, ils ont juste fouillé mes affaires. Ce n'était pas un vol, c'était un avertissement. Le matin même, j'ai quitté Puebla. J'ai pris un taxi à 3h40, sans dire à personne où j'allais. J'ai tout éteint. Je suis parti vers le nord. J'ai changé mon nom sur les réseaux sociaux. J'ai abandonné le vélo, j'ai abandonné les vidéos. J'ai tout abandonné. Depuis, je vis comme si quelqu'un me surveillait en permanence. Car je sais que dans chaque seconde de vidéo, m'on voit quelque chose que personne n'était censé voir. Et je l'ai montré au monde. Aujourd'hui, je travaille dans un endroit où personne ne me connaît. Je n'utilise pas les réseaux sociaux. Je ne donne pas mon vrai nom. Mais parfois, on me suggère des vidéos TikTok, des compilations, des accidents, des vidéos interdites, et parmi elles, la mienne apparaît toujours, floue, lointaine. Je voulais juste partager mon itinéraire, mais j'ai enregistré quelque chose que je n'aurais pas dû, et même si j'ai essayé de l'effacer, ils ne me le pardonneront jamais. Musique. La première fois qu'ils m'ont proposé 500 pesos pour rapporter un colis à Otay, j'ai cru gagner à la loterie. C'était un lundi après-midi. Je venais de terminer une livraison de poulet rôti dans une 2002, qui bougeait à peine. Et le client, un type pour qui j'avais déjà effectué plusieurs livraisons, m'a posé la question comme si de rien n'était. Il avait 21 ans, aucune éducation, pas de papier de voiture, pas d'assurance et pas d'application de livraison, car il n'avait même pas un bon téléphone. Il livrait par SMS uniquement sur recommandation. Si quelqu'un voulait envoyer un gâteau, une commande, une boîte de vis ou une télé d'occasion, j'y allais. Mon numéro circulait de bouche à oreille dans les groupes WhatsApp locaux. Besoin d'envoyer quelque chose. Parler au Chino, c'est comme ça qu'on m'appelait, Chino, à cause de mes cheveux crépus et de mes yeux toujours mi-clos à cause du soleil ou de la fumée. Je ne fumais pas d'herbe, mais les préjugés étaient là. J'habitais dans le quartier d'El Florido avec ma mère et ma petite sœur. Mon patron est parti quand j'avais 12 ans et à partir de ce moment-là, chaque peso comptait. Je gagnais environ 300 pesos par jour si je travaillais bien, livrant depuis Rosarito jusqu'à 5h10 du matin, mangeant des déjeuners froids et écoutant des corridos. Alors, quand Don Julian, le client de la boîte mystère, m'a proposé cette somme pour une seule livraison, ça m'a semblé être une bonne affaire. Apporte-le-moi à cette adresse, mon pote. Ne l'ouvre pas. C'est une marchandise fragile mais légale.
Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Du matériel électronique, rien d'inhabituel. Avec cette réponse et le besoin en plus, je l'ai fait. Je suis arrivé, j'ai livré le colis, et la femme qui m'a accueilli ne m'a même pas regardé. Elle a laissé l'argent dans une enveloppe, a dit « merci » et a fermé la porte. C'est comme ça que tout a commencé. Et comme tout ce qui commence facilement, on ne se rend pas compte quand on franchit la ligne. Après ce premier colis, il y en a eu 2 autres. 3 autres par semaine, parfois des plages à T4, dont Juliane me payait toujours à temps. Toujours en espèces, ne me faisait jamais attendre. Et quand il me demandait si je voulais gagner plus, j'acceptais. Quelques mois plus tard, il me livrait déjà en priorité, en colis scellés, sans expéditeur ni destinataire, bien sûr, juste à des adresses précises, souvent des maisons vides. Il me donnait l'adresse, et à mon arrivée, quelqu'un sortait, me prenait le colis sans un mot et entrait. Terminé. Je n'ai jamais demandé. Honnêtement, je ne voulais pas savoir. On s'habitue à ne pas voir. L'argent continuait à rentrer. Je gagnais jusqu'à 6 000 $ par semaine. Ma mère trouvait que je me débrouillais bien en livrant de la nourriture. Je lui ai acheté un réfrigérateur, un mixeur et même des vêtements pour ma sœur. Je me sentais utile, même si quelque chose me tracassait. Je me disais, si j'étais un dealer, il m'aurait déjà attrapé. Jusqu'à ce qu'il me propose de traverser pour San Isidro. Ce n'était pas Don Julian lui-même, c'était un autre type. Il se surnommait le Gros, même s'il était maigre comme un balai. Je l'ai rencontré à une livraison. Il s'est approché de moi après et m'a dit « C'est toi le Chinois, hein? Celui qui déplace des choses sans poser de questions. Ça dépend du genre. » J'ai répondu, à moitié sur la défensive. « Rien que tu n'aies déjà fait, juste que tu passes maintenant. Tu n'as pas de casier judiciaire? Tu es propre. Ils te laisseront passer. » Je lui ai dit non, que je ne traverserais pas, que je n'avais même pas de visa. Il m'a répondu que ce n'était pas grave, qu'il y avait des solutions, que je pouvais passer par les tunnels ou être chauffeur. Il me suffisait de prendre le volant et de me rendre de l'autre côté. Il s'occuperait du reste. 1 000 $ par traversée. Je suis parti de là, la tête dans les nuages. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, Don Julian m'a écrit « J'ai confiance en toi, Chino. Tu sauras si tu veux t'améliorer. Tout le monde n'a pas cette chance. » J'ai accepté. La première fois, c'était facile. Ils m'ont prêté une voiture et m'ont indiqué le chemin. Je me suis rendu dans une maison à Chula Vista. J'ai laissé la voiture garée et j'ai marché jusqu'à un magasin du coin où ils viendraient me chercher. Tout le reste était déjà réglé. Il n'y avait pas de colis visible. Je n'ai rien pris, j'ai juste pris la voiture. Je suis rentré à Tijuana comme si de rien n'était. Ils m'ont donné les 5 000 dans 2 enveloppes. J'en ai gardé une et j'ai caché l'autre, dans une boîte de céréales dans ma chambre. Les fois suivantes, c'était pareil. Parfois tôt le matin, parfois en cours de journée. Ils changeaient d'itinéraire, de voiture, de numéro de téléphone. Tout était très organisé. J'ai juste fait bonne figure. Un visage jeune et normal. Ce n'est qu'à la 7e fois que tout a basculé. Ils m'ont envoyé une voiture neuve, avec des plaques d'immatriculation californiennes, de faux papiers à mon nom. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans le moteur, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange quand le type qui m'a donné les clés a transpiré à grosses gouttes. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. « Conduisez sans poser de questions. Ne vous arrêtez pas. Ne répondez pas à votre portable. Ils m'ont donné une adresse à National City. Je suis parti d'un endroit après des tours. Je suis arrivé à la porte d'embarquement et, pendant que l'agent américain vérifiait mes papiers, quelque chose a changé sur son visage. Il m'a demandé de sortir. Ils m'ont emmené dans une salle de contrôle secondaire. Ils m'ont fait attendre 2 heures. Je ne savais pas si je devais courir, pleurer ou vomir. Ils ont trouvé de la drogue dans le pare-choc, dans les portières, dans la roue de secours, de la méthamphétamine liquide. Je ne savais pas quoi dire. Je marmonnais juste que j'étais livreur, que j'étais payé pour conduire, que je ne savais rien. Ça ne servait à rien. Ils m'ont enfermé, m'ont interdit d'appeler, n'ont rien cru de ce que je disais. Ils m'ont interrogé en anglais et en espagnol. Ils m'ont montré des photos de maisons que j'avais visitées. Ils m'ont demandé des noms, des itinéraires, des mots de passe. Je ne savais rien, littéralement rien.
J'ai été détenu pendant 1 semaine dans un centre d'immigration. Ils m'ont accusé de trafic et menacé de 10 ans de prison, jusqu'à ce qu'un avocat commis d'office me propose un arrangement. Si je coopérais, ma peine pourrait être réduite. Mais que pouvais-je faire si je ne connaissais personne? Don Julián a disparu. Son numéro a disparu. Le gros homme aussi. Mon portable a été confisqué. Les informations n'ont rien dit, pas un seul mot. Je n'étais qu'un numéro parmi d'autres. Un autre passeur de drogue arrêté. Un autre Mexicain essayant de faire entrer de la drogue aux États-Unis. Quand j'ai finalement été expulsé vers le Mexique, cela s'est fait discrètement, sans famille pour m'accueillir. Ma mère avait déménagé par peur. Ma sœur ne voulait plus me voir. Je suis devenu une ombre dans ma propre ville. Personne ne voulait m'embaucher, personne ne voulait me parler. On disait que j'étais épuisé, que j'étais une fauconnière ratée ou une mule indique. J'ai essayé de reprendre mes livraisons régulières, mais plus personne ne me faisait confiance. Certains pensaient que j'étais un mouchard, d'autres que j'avais des ennemis, et moi, je ne pouvais pas dormir, sans rêver que quelqu'un m'avait mis un colis entre les mains sans savoir ce qu'il contenait. Aujourd'hui, je conduis un taxi pirate, sans plaque d'immatriculation, sans permis, faisant la même chose qu'au début, transporter des choses, des gens en silence. Mais maintenant, je vérifie chaque coffre, chaque regard, chaque appel. On dit que si on y est allé une fois, on n'en ressort jamais complètement. Je ne sais pas si je suis déjà parti ou s'ils ont juste changé de camp sans que je m'en rende compte. Tout a commencé avec une boîte, par faim, par nécessité. Maintenant, chaque fois qu'on me propose un bon salaire, je me souviens du prix de cette première livraison. Et musique, je suis chauffeur-livreur à León, Guanajuato. J'ai 32 ans, une fille à charge et une moto italienne qui ne devrait plus rouler. Je travaille pour 2 applications, une orange et une verte. Je me lève à 6 heures. Je roule à partir de 7 heures et je livre souvent jusqu'à 23 heures. Le travail est mais il est plus ou moins bien payé pour que je ne meure pas de faim et que je ne laisse personne mourir de faim chez moi. Les quartiers où je livre le plus sont San Juan Bosco, Las Ilamas et certains quartiers de Coesilo. Les quartiers sont animés, surtout la nuit. Mais je connais déjà les raccourcis, les noms des cholos, les chiens qui mordent, ceux qui aboient et comment me déplacer rapidement sans attirer l'attention. Il y a environ 3 mois, tout a commencé à me paraître étrange. Je l'ai d'abord remarqué avec les noms des livreurs. Ernesto H. et Hernandez, Enrique H. Toujours les mêmes initiales, toujours pas de photo de profil, pas de pourboire, mais le plus étrange, c'était l'emplacement. Des bâtiments abandonnés, et pas n'importe lesquels. Des caniveaux bouchés, des entrepôts aux toits effondrés, et même une ancienne usine de fil sur le boulevard Hermanos Aldama. J'ai pensé que c'était une erreur, ou que quelqu'un l'utilisait comme point de dépôt pour les ramassages. Parfois, il laissait un sac plastique noir accroché à la rambarde avec un billet de $100 à l'intérieur. Parfois, même pas. J'avais peur, bien sûr, mais j'acceptais quand même les commandes. L'addition ne se paierait pas toute seule. Puis un autre type, Mao, un nouveau de 20 ans, vraiment cool, a commencé à suivre cette voie. Il a aussi ri quand je lui ai dit que ça ressemblait à du trafic de drogue. Nelway est un fou qui vit là, il m'a même filé $20. Il a ri. Mais 1 semaine plus tard, plus personne n'avait de ses nouvelles. C'était un jeudi soir que Mao avait disparu. Aux dernières nouvelles, il avait accepté une commande sur l'application verte pour un entrepôt de la colonie industrielle. Personne n'y prêta attention au début. Il cessa simplement de répondre au chat. Sa position se figea sur la carte et ne bougea plus jamais. J'ai cru qu'il avait perdu son téléphone portable ou qu'on lui avait volé sa moto. C'était courant, mais le lendemain, personne ne l'a vu dans le groupe WhatsApp des livreurs. Son dernier message était un selfie, y plaisantant sur le fait qu'il allait être effrayé par les fantômes de l'usine abandonnée. 2 jours plus tard, sa famille a publié un message sur Facebook pour demander de l'aide pour le retrouver. Ils avaient leur dernier emplacement et même des captures d'écran de la commande. Je savais déjà ce qui s'était passé, non pas comment, mais où, car c'était le même endroit où j'étais déjà allé 3 fois. Je me sentais coupable de ne rien dire, de continuer à accepter ces commandes,
de penser davantage au solde de mon application qu'à l'étrangeté de la situation, mais j'avais aussi peur de m'exprimer. Et si c'était un point de dépôt pour autre chose, et si en parler me mettait dans leur ligne de mire, cette semaine-là, j'ai arrêté d'accepter les commandes de ce compte. J'ai dit aux autres livreurs de faire attention. Certains m'ont dit que j'exagérais. D'autres avaient déjà remarqué la même chose. Personne ne venait récupérer les commandes, les emplacements étaient vides. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. C'était comme livré à un fantôme. Jusqu'à un soir, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était mardi à 19h30 et j'ai reçu une commande de sushi. Le client, Eric H., la destination. Une résidence sécurisée rue Churubusco, à 3 pâtés de maison de l'endroit où Mo avait disparu. J'ai payé en espèces, sans pourboire. Je l'ai dévisagé quelques secondes. 120 pesos. Pas grand-chose, mais j'avais crevé ce jour-là et je ne pouvais pas me permettre de refuser. J'ai accepté. Il m'a fallu 15 minutes pour arriver. La rue était déserte, les lampadaires vacillaient, comme s'ils savaient que ce qui allait arriver nécessitait de l'obscurité. Le quartier était entouré d'un portail métallique rouillé, entrouverte. Je suis descendu de moto avec mon casque. Je fais toujours ça quand j'ai peur. Ça me donne un faux sentiment de protection. « Livreur », dit une voix d'homme à l'intérieur. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Juste sa silhouette. Il se tenait près d'une des portes intérieures. Il ne bougeait pas. Il ne s'avançait pas vers moi. Il me désignait simplement, du bras tendu, une chaise en plastique. « Laissez-la là, s'il vous plaît. » J'ai dégluti, posé le sac sur la chaise et, avant de me retourner, j'ai pris mon courage à 2 mains. Un de mes collègues habitait ici. Ma sœur accouchait aussi. Je le connaissais. « Silence. »« Non, » répondit-il finalement. Sa voix n'était plus la même. Elle était plus grave, moins humaine. Je partis, enfourchai la moto aussi vite que possible et démarrai. Le rétroviseur me révéla quelque chose d'étrange. La porte derrière le type ne menait pas à un appartement. C'était un rideau de boucher en plastique noir. Et juste avant de tourner au coin, j'ai vu quelqu'un d'autre sortir par cette porte. Et pas le même, un autre homme plus petit, avec quelque chose de long à la main qui traînait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les jours ont passé. Aucune nouvelle de Mao. Personne n'a rien dit. Mais tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. C'est un autre livreur, Tonio, qui m'a dit qu'une enquête était en cours pour disparition dans le quartier, que des voisins soupçonnaient un groupe d'utiliser des maisons, abandonnées comme cachette, ou pire, comme lieu de détention. Tonio m'a aussi dit quelque chose que je ne voulais pas accepter. Ces commandes ne sont pas des erreurs, mec. Ils te testent. Ils veulent savoir si tu es partant. La dernière commande que j'ai reçue remonte à 2 semaines. Explique Eduardo H. Destination. Ancienne tannerie, quartier d'El Tlacuache. Paiement en espèces. Note, je frappe à la porte de derrière. Le paiement est exigé à l'intérieur. Je n'ai pas accepté, mais un autre livreur l'a fait. C'était un nouveau venu, même pas dans les groupes WhatsApp. Il s'appelait Javier. Le lundi suivant, sa moto a été retrouvée abandonnée au bord d'un canal, près du point de livraison. Dans son sac à dos, il avait encore la commande non livrée. Des sushis, comme les miens. La police a trouvé le téléphone, portable, avec l'application ouverte et le dernier itinéraire enregistré, mais aucune caméra ne fonctionnait dans les environs. Personne ne voulait témoigner. Tous disaient n'avoir rien vu. Le silence retomba. Sauf que cette fois, j'ai parlé. Je suis allé au parquet et je leur ai tout raconté. Les noms, les adresses, les captures d'écran que j'avais enregistrées. Ils m'ont regardé avec scepticisme. Ils ont dit qu'il y aurait une enquête. Mais je sais comment c'est. Ils ne feront rien, n'est-ce pas, s'il n'y a personne. Et c'est le pire. Car si on disparaît discrètement, on fait partie du silence. Je ne livre plus à Léon. J'ai déménagé à Silao avec ma sœur. Je fais encore des cauchemars. Des commandes qui arrivent sur l'appli avec des adresses sans nom de rue, avec des notes qui disent « on sait où ». Parfois je me dis qu'ils m'ont laissé partir, parce que je n'y suis pas allé ou parce qu'ils avaient déjà quelqu'un d'autre. Mais si un jour en moto, vous recevez une commande à une adresse vide avec un compte sans photo refusé, ça n'en vaut pas la peine. Ce jour-là, je suis descendu à la station Centro Médico sans savoir que cela allait me détruire la vie.
J'ai marché sans but, les poches vides et la tête pleine de dettes. J'étais au chômage depuis 3 mois. Et j'avais déjà vendu presque tout ce qui était vendable. Ma console, le micro-ondes et même le vieux téléphone portable que j'utilisais pour regarder des vidéos. Il ne me restait plus que l'espoir. Et j'en avais vraiment assez de le porter. Il était dans le train de la ligne, 3 vers 10 heures du matin, quand je l'ai vu, un sac à dos noir posé sur le siège près de la porte. J'ai cru que quelqu'un était descendu précipitamment et l'avait oublié. J'ai attendu 2 arrêts au cas où elle reviendrait, mais personne n'est revenu. Je l'ai emmené avec moi. Je ne sais pas si c'était par instinct, par nécessité ou simplement par désespoir. Dès ma descente du métro, je suis allé dans un parc désert et j'ai vérifié mon sac à dos. Il y avait un MacBook Pro, un chargeur, un carnet noir avec des notes codées et une enveloppe contenant 5 billets de 1000 pesos. Il n'y avait ni papier d'identité ni nom, rien pour indiquer à qui il appartenait. Juste un autocollant doré sur le couvercle de l'ordinateur, 3 lettres entrelacées comme si elles faisaient partie d'un logo financier. Je n'ai pas dormi de la nuit. L'ordinateur avait un mot de passe, mais un ami du quartier, qui travaillait dans une agence de téléphonie mobile, m'a aidé à le pirater. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur ne semblait pas réel. Des comptes bancaires dans des paradis fiscaux, des emails dans des langues que nous ne comprenions pas et, surtout, un document en espagnol avec des noms, des dates et des montants. C'était une liste, et certains de ces noms m'étaient familiers. Je me suis dit que c'était ma chance, que j'avais enfin eu de la chance, que si je jouais bien mes cartes, je pourrais m'en sortir. Ce que j'ignorais, c'est que j'étais déjà dans un trou plus profond. L'ordinateur portable appartenait à un certain Arturo L. Rivas, selon l'un des courriels. Son nom n'était pas public, mais dans le document le plus récent, il apparaissait aux côtés de 5 autres personnes comme l'autorisateur du transfert. Des sommes totalisant des centaines de milliers de dollars étaient en jeu, certaines étant versées à des sociétés écrans au nom apparemment inventé. Latam Holdings, Safiro Inversiones, Kuno Group, tous liés à une société mère au Panama. Mon ami, celui qui m'avait aidé avec l'ordinateur portable, a paniqué. Il m'a dit que ce n'était pas normal, que ça sentait le blanchiment d'argent, le crime organisé. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai préparé un email depuis un compte anonyme pour cet Arturo. J'ai joint un fragment du document avec les noms barrés et j'ai écrit « Je sais ce que vous faites. J'ai votre ordinateur. Si vous le voulez, déposez 100 000 pesos sur le compte suivant. Vous avez 48 heures. » Le lendemain, j'ai reçu une réponse. Il n'y avait pas un mot, juste un PDF en pièces jointes. Je l'ai ouvert. C'était une photo de moi, assis dans le parc. J'ai vérifié le sac à dos avec l'ordinateur portable ouvert, prise de loin, d'un point de vue élevé. Je me suis figé, devenu paranoïaque. J'ai vérifié si j'étais suivi, j'ai changé de maison. Je suis allé dans la chambre sur le toit d'un cousin à Itapalapa et j'ai éteint mon portable. J'ai pensé rendre l'ordinateur, mais c'était trop tard. La boîte de Pandore était déjà ouverte. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix neutre, sans accent, m'a dit « Ne me contacte plus. Si tu lèves encore le petit doigt avec cette information, toi et ta famille seraient perdus. » J'ai raccroché. Je n'ai pas pu parler pendant 1 heure. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait m'arriver quelque chose. Mais ce n'était pas que de la peur, c'était de la rage. Je n'avais rien et eux avaient des millions. Pourquoi me taire ? Mon ami m'a dit que je pouvais contacter un journaliste, quelqu'un qui avait l'habitude de travailler sur les fuites. Je connaissais quelqu'un qui avait publié des articles sur le trafic de drogue et la politique. Il m'a donné ses coordonnées. Je lui ai écrit, je lui ai tout raconté et je lui ai envoyé des extraits des documents. Le journaliste m'a retrouvé dans un café de Condessa. Je lui ai apporté une copie sur une clé USB. Il l'a consultée sur son ordinateur portable devant moi. Son visage a changé à la lecture de certains noms. « Savez-vous à qui vous avez affaire ?» a-t-il demandé. Je lui ai répondu que non, mais que j'étais déjà à l'intérieur. Il m'a demandé de faire profil bas et m'a promis d'enquêter avant de publier quoi que ce soit. Je suis reparti avec un étrange sentiment de soulagement, de peur et de fierté, le soir même.
Lorsque je suis revenu à la chambre d'Iztapalapa, la porte était ouverte. Pas forcée, juste ouverte. L'ordinateur portable avait disparu, le sac à dos non plus. Je me suis endormi tout habillé, un couteau sous l'oreiller, mais rien ne s'est passé. Ni le lendemain, ni le surlendemain. Je pensais que c'était fini, jusqu'à ce que j'apprenne pour le journaliste. Il a été retrouvé mort dans sa voiture, dans une rue latérale de Nahalpam. Une balle dans la tête, sans éclat. La clé USB était introuvable. La nouvelle n'était qu'un bref mot. Un vol possible, disait-il, mais je le savais. Je l'avais tué, non pas de mes mains, mais par mon silence, par mon ambition. J'ai pensé à m'enfuir, mais je n'avais nulle part où aller. Tout ce que j'avais, c'était des menaces, le silence et une enveloppe contenant 5,000 pesos, que je n'avais pas encore dépensé. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre sans adresse de retour. Elle disait simplement « Merci de votre coopération. Le monde a besoin de plus de gens qui savent se taire. Prends soin de ta mère. Elle est diabétique, n'est-ce pas? Je l'ai lu dans les toilettes d'une gare routière. Je suis entré dans la cabine et j'ai vomi. Puis j'ai pleuré, puis j'ai ri. J'ai ri comme un fou parce que j'avais compris. Ce n'était pas un jeu, ni un film, ni une histoire de héros et de méchants. C'était une machine dont je n'étais qu'un rouage rouillé qui, par bonheur ou par malheur, avait percuté le moteur. Je n'ai jamais revu l'ami qui m'avait aidé. Je lui ai laissé une lettre lui disant de partir, de m'oublier. Je n'ai plus utilisé mon vrai nom depuis. Je vis avec de fausses identités, des petits boulots, sans laisser de traces. Parfois, j'imagine que c'était un cauchemar. Mais je revois la cicatrice sur mon poignet, celle que j'ai eue en essayant de m'échapper. Parfois, je me réveille en pensant que j'ai encore mon ordinateur portable, que je peux encore faire quelque chose, que je peux encore me libérer de ma culpabilité. Mais non, tout ce que j'ai, c'est cette histoire. Et je ne peux même pas la raconter avec mon nom, car ils sont partout, parce que vous ne trouvez pas un ordinateur portable comme celui-ci. C'est lui qui vous trouve.